Monsieur Ahmed Ben Bella, réveille-toi. Au nom du Conseil de la Révolution, j'ai l'ordre de vous arrêter et vous inculper pour haute trahison. C'était la phrase sinistre du colonel Tahar Zbiri à l'endroit d'Ahmed Ben Bella, le premier président de la République algérienne. Nous sommes à la Villa Jolie, nous sommes à Alger, et dans ce même quartier, dans un appartement situé non loin de là, un homme attend avec anxiété la suite des événements. Nous savons pas exactement ce qui va se produire. Il s'agit de Mohamed Bouharouba, connu sous le pseudonyme ou bien alias Houari Boumdienne. Puis il reçoit un appel téléphonique qui le soulage, qui le délivre d'une terrible angoisse. Mission accomplie. Oui, mission accomplie contre l'Algérie. Mission accomplie au profit d'une mafia, au profit de la naissance d'un régime qui se compte parmi les plus mafieux au monde. Si l'Algérie compte beaucoup de jours noirs, beaucoup de points noirs, ce jour-là, il peut s'inscrire avec une couleur noire encore plus noircie. Il s'agit, comme je dis, du dernier coup mortel porté contre cette pauvre Algérie. Donc ce jour-là, c'est une date de naissance, c'est une date de fondation d'un régime qui se compte parmi les dévastateurs, les plus dévastateurs, parmi les plus antinationales que la planète ou bien l'histoire a connu. Donc revenons au climat de 1965. Donc j'ai dit le coup d'État de 1965 constitue un coup noir, un coup dur, mais bien avant, il y a au moins 2 ou 3 points, 2 ou 3 coups que les Algériens doivent savoir pour connaître comment on est arrivé là, comment l'Algérie est devenue un pays malade, un pays pauvre malgré sa superficie gigantesque, un pays pauvre malgré ses richesses incalculables, un pays pauvre malgré son peuple formidable et sa jeunesse dynamique. Donc le premier coup revient en 1956. En 1956, 2 hommes se sont unis pour tracer la colonne vertébrale de l'Algérie, pour donner l'architecture de l'Algérie, pour dessiner l'Algérie, pour dessiner la révolution, le parcours de la révolution, mais surtout l'image, le visage de l'Algérie après l'indépendance. Il s'agit du congrès de la SOMAM. Ils ont mis dans les documents de la plateforme de la SOMAM, dans laquelle ils ont tracé le visage, ils ont dessiné les contours de la nouvelle Algérie. Ils ont dit que l'Algérie ne sera ni orientale, ni occidentale, mais l'Algérie, elle sera algérienne, libre, démocratique et sociale. Mais entre-temps, depuis 1952, en Égypte, il y a une force politique terrible qui était en train de naître après la destitution ou bien après le renversement du roi Farouk. Il s'agit d'un ensemble, d'un groupe de colonels qui ont renversé le pouvoir, le royaume du roi. À la tête de ces colonels, il y a un certain Jamal Abdel Nasser. Jamal Abdel Nasser ou bien Gamal Abdel Nasser était un mégalomane sans limite. Il voulait devenir un leader non pas seulement au niveau de l'Égypte, mais au niveau international. Il voulait bâtir un grand empire qui s'appelle la nation arabe. Il s'inspire à la fois de l'islamisme et de l'arabisme pour instaurer sur fond de manipulation et de populisme. Ils ont vu vite de l'Algérie qu'il est un pays bien situé, un pays stratégique, un pays très potentiel, un pays qui se dirige d'abord vers l'indépendance, vu la détermination de son peuple à arracher cette liberté. Comme m'a dit un ancien grand révolutionnaire mort il y a quelques mois, il m'a dit que l'Égypte a tenté par tous les moyens d'infiltrer la révolution. Elle n'a pas pu, mais elle nous a tendu une embuscade juste au moment de l'indépendance. Donc Jamal Abdel Nasser a chargé ses hommes. Parmi ces hommes, il y a Houari Boumediene et ses acolytes. Leur mission, c'est de rester embusqués dans les frontières, de ne pas participer à la révolution, mais de surveiller cette même révolution. Et au moment voulu, mener une offensive sur l'Algérie pour supplanter le colonialisme français. Le deuxième coup dur, ça a été juste quelques mois après le congrès de la SOMAM, vu l'acharnement sans limite contre l'intelligence d'Ibn Ramadan. Ce dernier a été assassiné affreusement au Maroc en décembre 1957. Le troisième coup, ça a été au moment de l'indépendance. Si la proclamation officielle de l'Algérie a été le 5 juillet 1962, quelques semaines après, soit entre la fin août et septembre
1962, une armée composée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Il y a des gens qui disent entre 30 000 à 60 000 hommes. Cette armée censée contribuer à la protection et à la libération de l'Algérie a envoyé l'Algérie pour s'emparer du pouvoir. Et depuis, c'est le même film sinistre qui se poursuit à nos jours. Revenons à notre ordre du jour. Donc nous sommes le 19 juin 1965 à 2h30 du matin. C'était la phrase sinistre prononcée par le colonel Tahar Zbiri à l'endroit d'Ahmed Ben Bella. Ahmed Ben Bella a été utilisé, a accepté d'être utilisé par ces groupes de prédateurs, par ces groupes de complotistes contre l'indépendance de l'Algérie afin de casser le pouvoir, afin de casser la souveraineté du peuple, mais surtout voler tout ce qui est cher, voler la chose la plus chère à l'Algérie, qui est son indépendance. Ahmed Ben Bella a été utilisé, mais a été sous haute surveillance. Ahmed Ben Bella a été utilisé, on a utilisé son costume juste pour la vitrine, mais derrière lui, le pouvoir est au contrôle en main de Houari Boumediene et ses acolytes. Je vous cite un exemple. Houari Boumediene a été non pas seulement chef d'état-major, il a été le ministre de la Défense, il a été le vice-chef du gouvernement. Je vous cite cette phrase que Boumediene a dit secrètement à ses acolytes ou bien à ses confrères. Nous soutiendrons Ben Bella tant qu'il sera utile pour l'Algérie. Le jour où il cessera de rendre ce service, il ne nous faudra pas plus de 2 heures pour le renverser. Vous voyez le cynisme, vous voyez le degré de la lâcheté. Donc Ben Bella a été, le pouvoir de Ben Bella n'a été qu'un pouvoir fantoche. Il a été miné, il a été surveillé de près par Houari Boumediene et ses hommes. Donc revenons au climat de 1965. Dans un élan de désespoir, dans un élan désespéré de résistance face à cette injustice, Hossein Ait Ahmed et ses hommes ont pris le maquis et ont fondé le Front des forces socialistes. De 1963 jusqu'à 1965, ça a été une guerre de résistance du FFS contre le régime en place qui a confisqué l'indépendance ou bien qui a volé l'indépendance de l'Algérie. Entre-temps, Ahmed Ben Bella a tenté d'engager des négociations. Il commençait à se rendre compte qu'il est utile de se libérer de ces hommes-là qui l'ont placé, qui le surveillent de près. Il a commencé à entreprendre une série de mesures pour écarter les hommes de Houari Boumediene qui ont été placés de force dans le gouvernement. Parmi ces hommes, je peux citer Ahmed Meddagri, Kaïd Ahmed, Chérif Belkacem. Ces 3 hommes-là, Ben Bella les a écartés. Puis il est arrivé un homme qui est petit de taille, mais son rôle sinistre, son cynisme, il est énorme. Celui-là, tout le monde le connaît, il s'appelle Abdelaziz Bouteflika. Lorsqu'on dit Abdelaziz Bouteflika, c'est l'ombre, c'est la copie double de Houari Boumediene. L'un des hommes, le dauphin, l'un des hommes les plus proches à Houari Boumediene était Bouteflika. Au point où Bouteflika le considère souvent comme son père et Houari Boumediene considère Bouteflika comme son fils. Après avoir écarté 3 grandes postures qui travaillent directement pour Houari Boumediene, Ahmed Ben Bella a voulu écarter Abdelaziz Bouteflika. Le 28 juin 1965, Houari Boumediene était au Caire. Il participait à un sommet arabe et représentait l'Algérie dans ce regroupement des responsables et des présidents arabes. Immédiatement, Abdelaziz Bouteflika a contacté en urgence Houari Boumediene pour l'alerter de cette nouvelle mesure prise par Ahmed Ben Bella, qui est celle de l'écarter du gouvernement. Houari Boumediene rentre en urgence en Algérie. Il réunit immédiatement ses hommes, parmi eux, je cite, Tahar Zbiri, Saïd Abid, Ahmed Dreya, Salah Soufi, Abdelaziz Zardani. L'objectif est d'organiser en toute urgence une action pour renverser le président Ahmed Ben Bella. Le chargé de mission de cette sinistre mission a été Tahar Zbiri, malgré que Tahar Zbiri par la suite il s'est rendu compte, mais c'était trop tard, mais il a été utilisé largement par Houari Boumediene. C'était l'indigène sinistre de Houari Boumediene d'utiliser une personne puis l'éliminer. Donc je répète, la nuit du coup d'État a eu lieu le 19 juin 1965, donc soit 24 heures après l'annonce, après la tentative d'Ahmed Ben Bella d'écarter
Abdelaziz Bouteflika, donc c'est le colonel Zbiri qui a été chargé de rendre effectif ce coup d'État. Et Tahar Zbiri a été accompagné par deux hommes, Ahmed Raya, directeur de la sûreté, et Saïd Abid, le chef de la première région militaire. Comme je l'ai annoncé au début, Ben Bella a été dans sa villa présidentielle nommée, connue sous le nom de la Villa Jolie. Ahmed Ben Bella était dans son sommeil. Il a été surpris par cette phrase fracassante sur fond de violence. Il lui a dit: au nom du Conseil de la Révolution, j'ai l'ordre de vous arrêter sous inculpation de haute trahison. Je n'ai aucun sentiment pour Ahmed Ben Bella qui a participé directement, qui s'est laissé être utilisé directement pour détruire l'Algérie, mais ce jour-là constitue le jour noir, constitue le coup mortel, le dernier coup mortel porté par cette Algérie. C'est pour cela que l'Algérie est malade depuis ce temps-là. Depuis ce jour-là, l'Algérie n'a pas connu la naissance d'un État. Elle a connu la naissance d'un régime. Et entre un régime et un État, la différence est importante. Et honteusement, ce groupe-là, ce jour-là, ne l'appelle pas le coup d'État, mais il l'appelle le redressement. Il l'appelle honteusement le redressement révolutionnaire. Depuis cette date, a été célébré comme un point de repère, comme une fierté sinistre par ce système, et ce jusqu'à 2005, où Bouteflika a décidé d'abolir cette journée fériée considérée comme fête nationale. Évidemment, après ce coup dur porté contre l'Algérie, il y a eu une tentative de réaction. Il y a des milliers de gens qui sont sortis dans la rue pour manifester, que ce soit à Oran ou bien à Alger. Donc il ne faut pas imaginer qu'à l'époque, il y avait ce genre de moyens de communication. La communication était une chose très rare, qui part lentement et qui arrive très tardivement. Il y a eu des manifestations, je dis qu'il y a eu des manifestations particulièrement dans les grandes villes comme Constantine, Annaba et Oran. Boumediene, on ne pas le dictateur, pas le régime fasciste, Boumediene. Abba Boumediene. Nous ne voulons pas la politique du Moyen-Orient, celle des militaristes de la Syrie. Nous voulons l'Algérie qui soit algérienne, pas militariste, celle de la Syrie du général Hafez. Nous ne voulons pas de ça. Il est important de souligner qu'il y a eu plus de 100 morts à Annaba. Et l'auteur de ce massacre, celui qui a tiré sur des manifestants pacifiques, qui criait Boumediene assassin, était le colonel Ataïlia, qui est devenu après général. Et c'est lui qui va faire la même chose, qui va tirer sur des civils innocents, sur des manifestants désarmés lors du soulèvement des événements d'octobre 1988. Et à Alger, certainement, on se pose la question, est-ce qu'il y a eu des manifestations à Alger ou pas? Parce que la capitale, dans tous les pays, la capitale, c'est un endroit sensible, c'est une vitrine importante dans un pays, que ce soit sur le plan manifestation ou bien sur tous les plans. À Alger, il y avait un certain Gillo Pontecorvo. Celui-là, c'est un grand réalisateur. Il était en train de réaliser le célèbre film que vous connaissez tous, qui s'appelle La bataille d'Alger. Et pour réaliser ce film-là que tout le monde connaît, qui est devenu une référence du cinéma algérien, il a utilisé les grands moyens, il a réalisé d'une manière professionnelle. Vous connaissez tous La bataille d'Alger, Ali Lapointe et tous les autres. Et malheureusement, le tournage de ce film a coïncidé avec ce coup d'État. Dès que les Algérois ont vu un mouvement militaire inhabituel dans les rues d'Alger, les services de Houari Boumediene tenaient à rassurer la population par ces phrases-là. Ne vous inquiétez pas, population d'Alger, sur le film La bataille de l'Alger qu'on est en train de tourner. Donc ne vous affolez pas. Ils sont des génies. Ils sont des génies dans la manipulation. Ils sont des génies dans les rebondissements. Ils sont des génies dans la destruction. Imaginons si ces gens-là étaient des gens positifs, leur génie, ils vont l'utiliser pour la construction de l'Algérie. Nous ferons de l'Algérie non pas un grand pays, mais une puissance mondiale, hélas. Depuis ce jour noir, l'Algérie rentre dans une phase d'une dictature absolue. Le pays est géré d'une main de fer, il est verrouillé sur tous les plans. L'Algérie, qui a mené une indépendance pour vivre libre
dans sa diversité, et exploiter et profiter de ses richesses et transformer en une république dictatoriale avec un parti unique, une pensée unique, une orientation unique et un régime unique. Il n'y a jamais eu la construction d'un État, mais la fondation d'un régime dictatorial. Dès la naissance de ce coup d'État, la Constitution a été suspendue pour être remplacée par un régime dictatorial. Je tiens aussi à préciser que Ahmed Ben Bella a été emprisonné depuis pour une durée de 15 ans. Il ne sera libéré que le 30 octobre 1980 après l'arrivée du président Chadli Benjedid qui a succédé à Houari Boumedienne. Ahmed Ben Bella était un révolutionnaire, mais c'est un homme médiocre, opportuniste, qui ne réfléchit pas. Et parmi les gens qui portent la malédiction des erreurs qu'ils ont fait d'une manière préméditée ou bien d'une autre manière, il y a ce Ahmed Ben Bella. Après sa libération le 30 octobre 1980, Ahmed Ben Bella a créé un parti qui s'appelle le Mouvement pour la démocratie en Algérie. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il s'est rappelé comme quoi pour l'Algérie, il faudra une démocratie et non être utilisé comme bouclier, comme moyen, comme un bâton pour casser, pour faire voler en éclats toute une indépendance. Il y a eu même un sommet en 1985 entre Aït Ahmed et Ahmed Ben Bella en vue de parler de la situation en Algérie, et ce sommet-là a été dénoncé, d'ailleurs pour ceux qui suivent Matou Blunès, a été dénoncé dans un album réalisé, dans un album sorti, dans un album produit en 1986 par Matou Blunès. Ahmed Ben Bella ne reviendra à Alger que le 27 septembre 1990. Il sera réhabilité par la suite dans son honneur par Abdelaziz Bouteflika, celui-là même qui était hier son ennemi, son adversaire, et celui par lequel le coup d'État a été décidé le 19 juin 1965. Depuis, comme j'ai dit, le pays a été verrouillé. La constitution fondée en 1963, qui constitue la première constitution algérienne, a été suspendue et a été remplacée par un régime unique, dictatorial et militaire. Et cette situation va perdurer jusqu'au soulèvement d'octobre 1988 à Alger et ailleurs, où par la force du peuple, le régime a été contraint de suspendre la gestion du parti unique, du régime unique, en affichant une démocratie. Mais quelle démocratie? Ce n'est qu'une démocratie minée, empoisonnée et de façade. Le problème, le malheur et le drame de l'Algérie se poursuit jusqu'à ce jour. Immédiatement après le coup d'État, le pays a été verrouillé. Ils ont transformé l'Algérie en une république dictatoriale qui ressemble en quelque sorte à l'actuel dictateur de Pyongyang, de la Corée du Nord ou bien des autres dictatures du monde. Ça a été une gestion unique, une gestion militaire sans institution de l'État jusqu'au 19 juin 1975 où il y a eu l'élaboration de la honteuse charte nationale. Donc vous voyez le cynisme de ces gens-là, ils ont attendu la date d'anniversaire de ce 19 juin, c'était en 1975, pour faire la première élaboration, le premier document qui parle d'un État, ou bien qui tente de parler d'un État en Algérie. Soit une année après, soit le 19 juin 1976, il y a eu l'adoption de cette même charte nationale. Et le 27 juin de la même année, donc quelques jours après, soit le 27 juin 1976, il y a eu un référendum populaire, soi-disant, ils ont consulté le peuple algérien. Est-ce qu'il est pour cette charte nationale? Donc la charte nationale, c'est comme une orientation, c'est comme une feuille de route sur l'orientation, les grandes lignes et les orientations de l'Algérie. J'ai dit le 27 juin 1976, il y a eu un référendum. Tenez bien, retenez bien ce résultat. Le résultat a été de 98,36% de oui. Donc 98,36% de oui. Donc ça nous rappelle, ça nous donne une large image de ce pouvoir, de cette dictature, de ce référendum de complaisance et des agissements du pouvoir de l'époque. Je vous cite quelques phrases qui parlent de cette fameuse charte nationale, ce qui a été écrit. La charte nationale est source fondamentale de la politique de la nation et des lois de l'État, source de référence idéologique et politique pour les institutions du parti FLN, parce qu'il était l'unique parti, et de l'État à tous les niveaux. Puis on parle de la révolution culturelle. Voici ce que le plus grand mal inculqué à l'Algérie. Ça a été avant
un parti unique dictatorial, mais un pays au moins ouvert sur la modernité. Mais cette révolution culturelle, c'est elle qui a achevé l'Algérie à l'intérieur, c'est elle qui a contaminé l'Algérie dans ses profondeurs pour faire d'elle un pays malade surtout sur le plan idéologique. Donc la révolution culturelle adopte un style de vie en harmonie avec la morale islamique et les principes de la révolution socialiste tels que définis par la charte nationale, mise en valeur du socialisme et de l'islam. Évidemment, tout ce qui est amazigh, la vraie identité de l'Algérie, a été écarté, non pas seulement écarté, a été diabolisé. Donc voici la place qu'on a donnée à l'Algérie, qu'on a voulu arabiser, qu'on a voulu faire d'elle un pays arabe, malgré qu'il ne l'est pas. La langue arabe n'est pas seulement une langue nationale et officielle, mais aussi la langue que la nation s'efforcera à promouvoir. Donc l'État a utilisé ses moyens pour arabiser tout un pays. Évidemment, il est défini, il est mentionné ici dans ces mêmes documents que l'identité amazigh, ou bien surtout la Kabylie, est facteur de tension et de division. Donc elle a été stigmatisée déjà, elle a été montrée du doigt. Nous allons revenir dans d'autres vidéos pour expliquer les raisons de l'anticabilisme, les raisons de la stigmatisation de l'Algérie. Rien ne tombe du ciel, tout est calculé. Évidemment, il n'y a pas d'anticabilisme au cœur, ni de racisme au cœur du peuple algérien, entre Algériens. En Algérie, le racisme, la discrimination, l'anticabilisme est fabriqué par l'État et utilisé par l'État en vue de se maintenir. Et pour arabiser l'Algérie, je vais revenir dans une autre vidéo, mais je vais vous le citer. Boumedienne a mené 3 révolutions qui ont rendu l'Algérie un pays malade. La révolution industrielle dans laquelle elle a détruit toute l'industrie algérienne, la révolution agraire dans laquelle elle a détruit toute l'agriculture, la culture de l'agriculture, de la production algérienne, et la révolution culturelle et identitaire dans laquelle elle a fait perdre le nord aux Algériens pour que l'Algérie se transforme en une usine de fabrication de fanatiques, de terroristes qui ont mis le pays à feu à sang quelques années après. Pour détruire un pays, il faut attaquer son école. Pour construire un pays, il faut attaquer son école. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a importé, elle a appliqué à l'identique le système éducatif égyptien. Et non pas seulement elle a importé, donc on est passé de l'école élémentaire qui a produit des ingénieurs, qui a produit les Algériens éclairés, lucides, rationnels, grâce auxquels le pays a fonctionné depuis. Donc on est passé de l'école élémentaire à l'école fondamentale que certains Algériens appellent école fondamentale. Donc c'est l'école de la destruction de l'Algérien. L'école algérienne depuis ne produit plus des citoyens, mais elle produit des militants. Elle produit des militants aspirés par l'idéologie et des gens qui réfléchissent peu et des gens pour lesquels on a borné l'horizon pour faire des citoyens médiocres, faciles à manipuler et qui vont servir directement ou bien indirectement les intérêts du système. Pour arabiser l'école algérienne, il ne suffit pas d'importer le système éducatif égyptien, mais il faut importer les moyens. Ces moyens-là sont des milliers et des milliers d'enseignants importés qui sont venus, qui sont dépêchés depuis l'Égypte, la Syrie et d'autres pays de la région. Et en plus de ces enseignants-là, on a importé des imams. Les enseignants qu'on a importés, que l'Algérie a fait venir de l'Égypte, de la Syrie vers l'Algérie, une grande partie sont des militants et des cadres de l'organisation des frères musulmans, Jamaat al-Ikhwan al-Muslimin, fondue par Hassan al-Banna en 1928. Dans toutes mes recherches, dans le livre que je viens de terminer, j'ai trouvé que tout découle. Toute agitation politique, toute agitation militaire, terroriste, nous renvoie à cette organisation fondée par Hassan al-Banna à Ismaïlia en Égypte en 1928. Nous aurons l'occasion de revenir sur ça. Nous allons continuer sur notre feuille de route. Donc ils ont importé les enseignants pour arabiser le peuple algérien, même ces enseignants-là, même lorsqu'ils se présentent devant leurs élèves, les Algériens, tellement ils ont un langage algérien, un arabe algérien leur propre, ils ne comprennent même pas. Je me souviens, lorsque j'étais au lycée, on a eu par exemple comme prof de l'histoire géo, si je me souviens bien, un Syrien.
Lui, lorsqu'il parle, on ne le comprenait pas, et nous, lorsqu'on parle, il ne comprend pas. Donc déjà, le langage pédagogique, le courant pédagogique ne passait pas entre nous. Donc on a apporté de milliers d'enseignants pour arabiser les Algériens, pour arabiser surtout l'école algérienne, frapper là où ça fait mal, frapper là où il peut y avoir la production de plus de mal possible. Donc l'école algérienne, elle est passée d'une école qui produit des citoyens à une école qui produit des militants, des gens imbibés, des gens noyés dans l'idéologie, des gens auxquels on a borné les horizons de la pensée et de l'intelligence pour faire des sujets faciles, pour faire des proies faciles aux manipulations idéologiques du système et de l'international islamisme. Et aussi, ils ont importé des centaines et des centaines d'imams, rien que pour islamiser l'Algérie. C'est comme si l'Algérie n'était pas un pays islamique, mais l'islam algérien ne suffit pas à conditionner le peuple algérien. Il a fallu importer cet islam politique, et parmi les figures, on peut citer, pour les gens qui s'en souviennent, Abba Ahmed al-Ghazali et bien d'autres gourous pour lesquels on a ouvert la télévision algérienne, qui était l'unique télévision, les radios, les télévisions, les moyens de communication algériens, uniquement pour endormir le peuple. Houari Boumedienne, le malheur de l'Algérie, qui se croyait éternel, qui se croyait régner au moins 50 ans sur l'Algérie, est mort le 27 décembre 1978. Il est mort le 27 décembre 1978, il était très jeune, il n'avait que 42 ans. Et selon diverses informations, selon diverses sources, il a été assassiné, empoisonné lors d'un sommet qui a eu lieu à Damas, en Syrie. Donc il a voulu tellement plaire à ses pairs de faire de l'Algérie terre à Mazir une Algérie arabe, dans le sens négatif, dans le sens de la destruction, dans le sens de la satisfaction de sa mégalomanie, qu'il finit par être tué, assassiné lentement par ses pairs. Sa mort a été atroce, d'après les différents témoignages. Donc, comme je l'ai cité au départ, le 19 juin a été instauré comme une journée de fête nationale. Ce coup d'État, on l'a appelé, au lieu de l'appeler le coup d'État, on l'a appelé le redressement révolutionnaire. Et ça a été une journée fériée, fêtée jusqu'à 2005, où cette journée a été supprimée. J'ai tenu à insister, à donner mon savoir par rapport à cette journée-là, parce que tout Algérien qui arrive à comprendre ce qui s'est passé le 19 juin 1965, il est facile de comprendre où on était, comment on est arrivé là. Je ne suis pas là pour raconter des malheurs, je ne suis pas là pour faire plonger les gens dans la tristesse, je suis là pour tenter d'expliquer, de donner mon savoir aux Algériens, parce que comprendre le mal, c'est déjà la moitié de la solution. Parce que pour aspirer à une Algérie de demain, l'Algérie algérienne diverse, ouverte à tous, il n'y a qu'un seul moyen. Une Algérie libre et démocratique, non à l'État militaire, non à l'État islamiste. Il faut une Algérie standard, une Algérie neutre dans laquelle tous les Algériens, dans leur diversité, doivent se retrouver, doivent se converger. La seule chose qui va nous unir, c'est la force de la loi. La loi sera au-dessus de tout le monde et la liberté individuelle et les libertés individuelles seront garanties pour tout le monde. Évidemment, la plupart des Algériens, sous l'effet de populisme ou bien de l'ignorance, ils voient la période de Boumedienne, surtout à partir de 1965, où il a cassé l'État algérien pour construire un régime. Ils voient que durant cette période, c'est une période chaste. Donc, il faut juste une petite réflexion pour trouver comme quoi Boumedienne à l'époque, il avait hérité d'une construction d'une Algérie construite par le colonialisme. Il y avait des institutions, il y avait des plans de vie, il y avait une certaine Algérie malgré qu'elle appartenait au colonialisme français. Mais aussi il y avait un peuple jeune, un peuple naïf, un peuple travailleur qui vient de sortir d'une guerre impitoyable et n'aspire qu'à travailler, à construire et à vivre quelques moments. Donc, mais parce que tout ce que construit un président, on ne peut pas le vivre à l'instant directement. Généralement, ce que construit un président durant son mandat ou bien durant sa période, on peut le récolter après l'arrivée de l'autre président. Donc les fruits amers, les fruits empoisonnés de Houari Boumedienne, les Algériens les ont récoltés quelques années après. Ce qu'on appelle la période d'incubation. Et il y a un mal que vous injectez, un virus que vous injectez dans un corps. Ça ne veut pas dire que ce corps-là
il sera tombé immédiatement malade. Donc ça demande quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour que cette maladie fait surface ou bien fera son effet. Ce qui s'est passé en Algérie, la période d'incubation n'a pas dépassé quelques années. 1978, presque au début 1979, Houari Boumediene est mort. Même pas 3 ans après, il y a eu la naissance du premier foyer terroriste, de la première organisation terroriste en Algérie, sous la houlette d'un certain Bouhadi. Donc après, en plus de l'organisation islamiste, de l'organisation terroriste, l'Algérienne a été minée par l'islamisme importé de l'Égypte, propagé par les imams importés de l'Égypte et de la Syrie, par ces militants de l'organisation des frères musulmans. Et lorsqu'il y a eu octobre 1988 a été lancé, a été enclenché par des jeunes, surtout algériens, qui aspiraient à la liberté, qui aspiraient à la démocratie, mais a été vite récupéré par les islamistes. Pourquoi récupéré par les islamistes? Parce que les islamistes existaient déjà en tant qu'organisation souterraine qui a évolué sous l'ombre du système, qui a bénéficié des moyens de l'État. En plus des moyens de l'État, elle bénéficie d'un soutien international, puisque ce n'est qu'une filière d'une organisation islamiste internationale. Donc ça a été facile pour elle de récupérer le peuple algérien. Par exemple, si je mène une campagne, moi je suis démocrate, je m'inscris dans les forces progressistes, je mène une campagne en Algérie avec 1 milliard de centimes au niveau de tous les pays comme dépenses. Un islamiste peut mener cette même campagne avec des dizaines ou bien des centaines de millions de dollars. Il peut acheter, il peut soudoyer, il peut acheter les voix, il peut manipuler, il peut faire déplacer les militants, il va faire impression comme quoi il est majoritaire et ainsi de suite. Donc ça sera facile. Donc la victoire des islamistes en Algérie, la domination des islamistes en Algérie est une fausse domination. Il n'est qu'un résultat sinistre de la dictature et aussi de la contamination internationale, de l'islamisme international qui a envahi l'Algérie. Donc nous avons de l'occasion pour revenir aussi sur ce point. J'ai tenu vraiment, malgré mon emploi du temps très chargé, je tenais vraiment à réaliser cette vidéo pour expliquer aux Algériens le mal de l'Algérie. À partir du moment où on commence à comprendre les points noirs, surtout pour les nouvelles générations, on va comprendre. On va parvenir à acquérir une pensée lucide. Nous allons regarder tous en même temps vers la même direction et découvrir et comprendre que l'Algérie, il n'y a qu'une seule alternative. Une Algérie libre et démocratique, non à l'État militaire, non à l'État islamiste. Donc sur ce sujet consacré au coup d'État qui constitue un jour noir en Algérie que le système voulu à l'époque appeler le redressement révolutionnaire, j'arrive à la fin de cette capsule dans laquelle j'essaie d'étaler mes connaissances. Une autre fois, je ne suis pas un donneur de leçons, mais j'exerce mon devoir et mon dawa à la liberté d'expression et d'informer les Algériens et de transmettre aux Algériens le peu de connaissances que j'ai. Donc je vous remercie, je remercie tous nos abonnés, je remercie tous ceux qui nous envoient, qui nous posent des commentaires, qui nous envoient des messages de soutien. Nous ferons de notre mieux pour produire le plus possible, tous ensemble. L'espoir est permis. Comme on dit en kabyle, d'ouvrir, découvrir, ça veut dire la solution, elle n'est pas au-dessus de la route, ni au-dessous de la route. La solution, elle est dans la route. C'est celle d'une Algérie plurielle, moderne et ouverte à tous. Merci. Je vous laisse sur ce mot. Nous avons des rendez-vous dans d'autres capsules de l'émission du programme Eniyid. Merci.